Mesdames et messieurs les élus, Monsieur Hussein Bourgi, cher Hussein, représentant la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Monsieur Michael Delafosse, qui était annoncé, représentant Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault, Madame Chantal Marion, Monsieur Guy Barral, représentant Philippe Sorel, président de la métropole, maire de la ville de Montpellier, Monsieur Philippe Auger, cher Philippe, président de l'Université de Montpellier et les vice-présidents qui l'accompagnent, Monsieur Benoît Rouag, président de l'Université de Nîmes, Monsieur Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur Richard Smith, directeur de cabinet, représentant Monsieur le préfet de l'Hérault, Monsieur Philippe Paillet, secrétaire général adjoint chargé des affaires régionales, représentant Madame la rectrice, chancelière des universités, Monsieur Blouin, directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, Monsieur Brochier, représentant le commandement de la gendarmerie Occitanie, Monsieur Richter, cher Pierre, représentant du Crous, Monsieur Christian Périgot, cher Christian, des 2RT, Monsieur Gilles-Louis Vidal, doyen de la faculté de Montpellier, de l'Institut protestant de théologie, Monsieur Alain Deré, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, Monsieur Jérôme Vitre, délégué régional CNRS Occitanie-Est, Mesdames et Messieurs les architectes et représentants des entreprises partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les membres de notre communauté universitaire, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de bibliothèque, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Pour nous rendre dans ce théâtre, nous avons été accueillis, vous l'avez vu, et accompagnés par une fanfare étudiante. Elle nous accompagnera aussi après. Je les en remercie. Ces étudiants sont issus des universités de Montpellier 3, de Montpellier, de l'école de chimie et d'autres écoles. C'est un bel exemple des collaborations à tous les étages que nous devons favoriser. La pratique artistique, comme la science, n'ont cure des frontières administratives. Et il me semble que le partage des compétences et d'expériences doit nourrir la vie universitaire. À cet égard, l'année qui s'ouvre est d'ores et déjà marquée par des nouveautés que nous avions préfigurées l'an passé, mais qui ont trouvé leur traduction institutionnelle il y a quelques jours. Je pense à la Convention de coordination territoriale, dont l'arrêté a été publié en décembre, et corollairement à la dissolution de la Commu et au transfert de ses activités dans les 4 universités de la région. Ce changement, les présidents d'université, le directeur de l'école de chimie, nous l'avons voulu. Il est désormais effectif. À nous de le faire vivre. Je salue l'arrivée de nouveaux collègues dans notre université, venus de l'ex-Commu. Je leur souhaite la bienvenue dans leur établissement. Nous n'avons laissé personne sur le carreau, comme nous étions engagés à le faire. À l'UM3, ce sont 27 personnes, fonctionnaires ou en CDD ou en CDI, qui nous ont rejointes, ce qui témoigne de la part qu'a prise notre université dans les missions de la nouvelle politique de site régional. Ces missions, elles sont d'importance. En premier lieu, la Maison des sciences de l'homme, dont il faut dire que nous l'avons préservée, voire sauvée. Sans l'évolution institutionnelle que j'ai rapidement décrite, sans la sortie de la Commu, il n'y aurait plus de Maison des sciences de l'homme, vraisemblablement, à Montpellier, puisque le CNRS s'en serait retiré, rendant largement improbable le maintien de sa structure pourtant unique. Le portage administratif nous est échu. Le pilotage scientifique sera partagé entre notre université, le CNRS et l'Université de Montpellier, est ouvert à tous les acteurs régionaux de la recherche en sciences humaines et sociales, l'IRD, le CIRAD, mais aussi les écoles d'architecture, l'Institut protestant de théologie et d'autres encore. Ce beau projet a trouvé enfin, après une vingtaine d'années de tâtonnement, beaucoup d'entre vous le savent, sa configuration quasi achevée. Nous échoit aussi à l'Université Paul Valéry l'accueil des chercheurs et des étudiants internationaux.
un service essentiel au rayonnement de nos universités et qui, grâce au partenariat avec la préfecture de l'Hérault, que je remercie, simplifie autant que possible les procédures d'accueil et d'obtention des visas. Et bien sûr, l'opération Campus, ce dispositif destiné à améliorer en profondeur l'environnement de vie et d'études des étudiants et des personnels des établissements montpelliérains. Une opération de plusieurs centaines de millions d'euros, dont nous assurons désormais le portage administratif pour le compte des autres bénéficiaires et pour notre compte propre. Portage qui illustre, là aussi, la confiance que nos partenaires et notre tutelle accordent à notre établissement. Vous avez peut-être pu voir en arrivant les transformations en cours, elles sont considérables, le film les a évoquées, j'en dirai un mot. Mais le cadre de la coopération régionale est désormais stabilisé. Il y a bel et bien 4 universités dans notre région Occitanie-Est et nulle inquiétude à avoir sur la disparition ou l'absorption de l'une d'entre elles par une autre. La bonne entente d'ailleurs et l'amitié qui unissent nos établissements ne signifient nullement que nous perdons le sens de nos intérêts propres, qui ne sont pas tous identiques d'une université à l'autre. Bien au contraire. Mais nous faisons le pari que nous serons chacun plus forts en partageant ce qui est partageable et en développant nos singularités et nos complémentarités sans tierce structure au-dessus. Nous sommes au tout début d'un processus, tout à écrire, tout à expérimenter. Pour l'année 2020, le directoire de la politique régionale, enseignement supérieur et de la recherche, de CIT, sera présidé par le président de l'Université de Nîmes, Benoît Roig, et je lui adresse des vœux tout particuliers, puisqu'il porte sur les fonds baptismaux cette nouvelle configuration. L'année qui s'ouvre aura aussi une saveur particulière à Paul Valéry. Pas nécessairement ce à quoi vous pensez. Ce sera le cinquantenaire de l'université Paul Valéry, créée en 1970, héritière d'une longue tradition qui remonte à la faculté des arts, attestée au moins depuis 1242. Nous aussi, cher Philippe, on approche de nos 800 ans. Héritière aussi de l'université facultaire du XIXe siècle, mais qui, de fait, ce cinquantenaire, nous constitue comme la plus ancienne université de la place montpelliéraine dans la continuité de l'exercice. Plus sérieusement, il me semble que la fièvre commémorative que nous allons avoir serait utile si elle donnait le branle à la rédaction à nouveau frais d'une nouvelle histoire des universités de Montpellier. Une histoire qui redonnerait du sens à notre destin collectif et à la raison d'être de nos institutions. Vous le savez, depuis 15-20 ans, les établissements universitaires sont chahutés, bousculés, transformés à marche forcée. Je ne m'avance pas beaucoup en disant que le sentiment de lassitude et d'inquiétude l'emporte largement sur l'adhésion à la dynamique de ces mouvements browniens. L'année 2020 promet aussi une transformation qui risque d'être lourde de conséquences pour les universités. Pour la première fois de son histoire, et on peut s'en réjouir, l'État a décidé de doter la recherche d'une loi de programmation pluriannuelle. Au regard du retard pris dans le financement des universités et des organismes, du recul de l'emploi scientifique dans notre pays, du décrochage des salaires des enseignants-chercheurs et des chercheurs, notamment en début de carrière, c'est plutôt une heureuse initiative. Hélas, les projets qui se profilent derrière cet éventuel financement pluriannuel ne s'annoncent guère satisfaisants. Il y est d'ores et déjà question de contrats de travail précaires, d'un nouveau type, quel que soit le nom dont on l'affuble, tenure track, chaire d'excellence junior, alors que l'on a besoin plutôt de rattraper le temps perdu et les quelques 3000 emplois de chercheurs supprimés ces dernières années. À cela s'ajoute l'état d'esprit
d'une partie des promoteurs de cette future loi. Pas tous, il y avait des présidents d'université qui avaient à cœur, dans la réflexion amont, le sens de l'intérêt général, mais d'une partie de ces promoteurs qui n'hésitent pas à faire explicitement référence au darwinisme dans la recherche, en incitant à la lutte de tous contre tous pour capter les financements. Ceux qui font vivre la recherche savent que ce n'est pas ainsi que ça marche. Non pas que nous vivions sur nos campus dans un monde irénique et bienveillant. Les polémiques intellectuelles, les débats scientifiques nourrissent la vie de l'esprit. Mais tout cela ne peut pas, ne doit pas être corrélé à des financements sélectifs que l'on jetterait comme un os à des chiens affamés pour qu'ils se l'arrachent. Ce serait non seulement indigne, mais contre-productif. Le chemin de la recherche est itératif, cumulatif. On avance pierre à pierre. Dans l'architecture gothique, qui m'est chère, avant de poser la clé de voûte, qui porte le tout, qui donne de la solidité à l'ensemble et que l'on admire, qui attire les regards, on pose les voussoirs, les pierres, sans lesquelles la clé de voûte ne sert à rien. Il en va de même dans les constructions scientifiques. Avant de faire de la disruption, il faut de la sédimentation et donc de la sérénité, des financements récurrents, pour travailler sans la pression du rendement à court terme. Nous verrons bien ce que le législateur fera, mais nous serons nécessairement vigilants sur ce sujet, où se joue aussi le sens du métier d'universitaire. L'année 2020 sera aussi, plus localement, celle d'échéances marquantes dans la transformation de notre établissement. Dans quelques jours, nous allons inaugurer le bâtiment des moyens généraux, une très belle réussite architecturale que tous les usagers apprécient déjà. Plus tard au printemps, ce sera enfin la livraison de la maison des personnels, avec des espaces de bien-être et d'activité physique ou de détente. Un projet que j'avais lancé au début du mandat. Patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, disait Paul Valéry. Donc nous avons eu la patience. Nous allons, j'espère, récolter le fruit mûr. Presque au même moment sera livrée la première partie des opérations Cœur de Campus, avec le verdissement renforcé de nos cheminements, une nouvelle signalétique, un nouvel éclairage durable, la rénovation du bâtiment C, la pose de panneaux photovoltaïques, les travaux du musée des moulages, avec le cabinet des antiques que nous allons inaugurer d'ici un mois, et l'arrivée de statues originales venues du Louvre, là aussi témoignage de la confiance dans l'institution. Tout cela est un peu vertigineux, et l'on pourrait égrener la liste des travaux à venir après 2020, dans les 4 prochaines années, à la faveur du plan campus ou du futur CPER. Et je remercie l'État et la région pour leur engagement massif en la matière. Cette longue séquelle de projets indispensables, notre université, je le rappelle, a franchi la barre des 21 000 étudiants. Et quoique nous accueillions toujours un nombre croissant d'étudiants, sans pratiquer de sélection en licence, plus 750 nouveaux étudiants en licence cette année, nous sommes obligés de réguler les demandes, faute de locaux et de personnel enseignant et administratif en nombre suffisant. Nous louons des salles de cours à l'extérieur. Mais cette liste que j'ai évoquée n'est pas une liste invertébrée, bâtie en dehors de toute stratégie politique. Nous avons voté et publié en 2019 notre schéma prévisionnel de stratégie immobilière pour donner un sens et des priorités à toutes ces transformations. L'engagement que nous avons pris est celui de transformer le campus pour le rendre plus inclusif, plus beau, plus attachant, plus marquant aussi. Bien sûr, il y a la transition écologique, l'impératif écologique qui est le nouvel impératif moral dans nos sociétés. Mais ce que nous voulons faire, c'est partir de cet impératif
pour le rendre convergent avec des objectifs qui excèdent la question majeure du développement durable. L'impératif écologique, nous y répondons et nous avons de beaux projets, notamment avec les étudiants. Mais nous avons aussi d'autres enjeux à relever. Celui de la qualité de vie au travail, celui de l'attachement des usagers et des personnels à l'institution. À l'université, les collègues sont souvent fiers d'y travailler. Les professeurs sont légitimement fiers d'y enseigner. Mais vous le savez, le niveau d'adhésion communautaire à l'institution est plus distendu. On se sent souvent, je parle des enseignants-chercheurs, membres d'une communauté abstraite, scientifique, disciplinaire, davantage que d'une communauté universitaire locale. Et ce n'est pas propre à l'UPV. Clark Kerr, qui était le refondateur de l'Université de Californie dans la deuxième moitié du XXe siècle, disait avec humour « Les universités sont des lieux dont les membres sont liés entre eux par un même système de chauffage central. » C'est assez peu corporate. Je précise que ce même Clark Kerr avait une autre version de cette anecdote. Il disait « Les universités sont des lieux dont les membres sont liés entre eux par un parking. » Étant donné la sensibilité du sujet, je préférais la première version. Dans le fond, que cherchons-nous à faire avec tous ces travaux? Maintenir et renforcer l'esprit de Jolm et d'Ezon, les créateurs de ce campus. Un campus humaniste qui allie l'évocation de la nature, un petit côté jardin anglais, et de la culture, notamment méditerranéenne, avec notre gypsothèque, notre mur mycénien, et qui nous relie à toute cette chaîne des savoirs dont les universités sont les légataires. Au fil des années, des constructions plus ou moins heureuses ont reconfiguré ou défiguré le paysage de notre université. Nous avons la chance de nous inscrire dans une séquence historique où nous pouvons retrouver et relancer le genius loci, le génie du lieu, cet esprit de l'université Paul Valéry, cet espace existentiel. Il ne faut pas la laisser passer, ni la rater. Et c'est le rôle, je crois, d'un président et de son équipe de donner la profondeur historique à ces changements et de les expliquer. Dans cette idée d'une renaissance de l'esprit originel, nulle nostalgie mélancolique et encore moins d'idéalisation chimérique de ce qu'aurait été l'université de naguère ou de jadis. Notre université est résolument engagée sur les fronts pionniers de la connaissance et c'est pourquoi, à côté des rénovations que j'ai évoquées, nous aurons aussi, dans le courant de l'année 2020, un concours d'architecture pour la création du bâtiment Nexus, le bâtiment des humanités numériques. La région nous a confirmé son engagement à hauteur de 5 millions d'euros quasiment pour cet édifice qui associera l'expérimentation pédagogique aux nouveaux outils de la recherche et à la présence d'entreprises du numérique. Derrière tout cela, la conviction que les humanités et les sciences sociales, la création artistique, toutes choses qui sont notre vie commune ici, sortiront renforcées par leur engagement dans les défis patrimoniaux, culturels, politiques, sociétaux. Je suis confiant dans nos forces. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les succès de nos chercheurs en archéologie, en psychologie, en écologie, en art, en lettres, en environnement, mais j'en cite un seul, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je prends celui-ci, qui a une valeur emblématique. En 2019, un de nos collègues a obtenu une ERC, Advanced Grants. Alors pour les non-universitaires, c'est un hirsute et barbare, mais c'est un des plus prestigieux et sélectifs programmes européens. Le sujet lauréat est à la fois étonnant et pourtant d'une limpide nécessité. Il s'agit de reconstituer l'histoire du théâtre européen des marionnettes, textes et images. Ce projet patrimonial exige évidemment des compétences en histoire du spectacle vivant et populaire.
mais aussi, un projet à plusieurs millions d'euros, mais aussi une ouverture sur des technologies numériques de la connaissance. Il ne sera pas simplement question d'une base de données statique, mais d'un projet dynamique avec des animations, la reconstitution et des partenariats internationaux. C'est cette complémentarité de l'érudition, indispensable érudition, de tradition humaniste, à laquelle nous sommes tous attachés, et des nouvelles mises en scène, mises en page, mises en image de la connaissance, comme l'autorise le numérique, qui fait le succès de ce type de projet, et qui autorise surtout le développement de nouveaux savoirs. En médiéviste, je dois dire que je ressens le moment que nous vivons comme assez proche de la révolution qu'ont connue les universitaires du XIIIe siècle, siècle des universités, la naissance des universités. Pas seulement par l'élargissement des connaissances qui s'est produit alors, mais par la transformation des cadres de la connaissance, par les nouvelles techniques cognitives, des mises en page inédites, les premières métadonnées dans les manuscrits, les premiers index, les premiers lexiques, de nouveaux outils d'apprentissage qui permettaient de penser différemment l'ordonnancement des connaissances et, ce faisant, de les enrichir. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans la recherche en sciences humaines et sociales, mais pas que. Il en va de l'intérêt de nos disciplines, il en va de l'intérêt de nos étudiants, qui gagneront bien sûr des compétences nouvelles, indispensables à leur bonne insertion professionnelle. Aucun champ disciplinaire ne peut rester spectateur et se dire que ça ne le concerne pas, parce qu'il aurait une légitimité ou une ancienneté académique qui le préserverait, lui permettant en quelque sorte de prospérer comme une monade sans porte ni fenêtre. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que le projet Nexus, qui est en train de se mettre en place et qui se développera dès l'inauguration de la nouvelle maquette d'enseignement en 2021, concerne toutes les disciplines de l'université, sans oukase, progressivement. D'ores et déjà, nous avons garanti le maintien du socle disciplinaire dans les futures maquettes, pour lever des inquiétudes a priori. Mais je félicite et je remercie tous les collègues qui, réunion après réunion, donnent vie à ce projet collectif unique, précisément parce qu'il engagera la totalité de l'université dans les 10 années qui viennent. Nous devons aborder ces changements avec sérénité, sur la base de la libre décision de chacun, mais avec la certitude qu'une notable partie de l'avenir de l'université, et notamment des universités de sciences humaines et sociales, se joue là. Nous avons les compétences intellectuelles, nous avons l'environnement administratif adapté. On va encore le renforcer cette année grâce aux investissements considérables que nous avons programmés en la matière, à la fois pour l'enseignement, pour la recherche, pour les services administratifs. La DSIN peut être ravie puisqu'elle aura plus de 400 000 € d'augmentation de son budget cette année et dans les années qui viennent. Et c'est cette vision prospective qui donne de la stabilité, de la clarté et d'une certaine manière de la sérénité à tous ces changements que nous ne devons pas subir, mais prendre à bras-le-corps, à la mesure de nos moyens et avec aussi l'esprit critique propre à nos disciplines. Les succès que nous avons eus en 2019, je suis certain que nous en aurons encore en 2020, parce que beaucoup de nos chercheurs ont du talent et qu'ils ont trouvé aussi les soutiens nécessaires à leur épanouissement dans les services administratifs et techniques, indispensables. Et je voudrais insister sur la nécessité d'avoir une organisation administrative en phase avec les évolutions de la recherche et de l'enseignement. Au cours de ce mandat, nous avons profondément transformé l'organisation et l'organigramme de l'université. Création d'une direction de la communication, des relations internationales et de la francophonie, direction de l'innovation, direction de la vie de campus, des affaires juridiques et institutionnelles, là où il n'y avait rien, ou simplement des services. Direction d'une directrice de cabinet, Michèle Torine, que je salue pour tout le travail qu'elle fait. Reconfiguration de la direction de la recherche, de la direction des affaires financières. Tous ces changements
ne sont pas que terminologiques ou de façade. Ils ont été mûris autour de projets de service et ils sont le témoignage des ajustements indispensables pour coller au plus près de la transformation des missions des universités. Ils témoignent surtout de l'effort, qui n'est pas propre d'ailleurs à notre établissement et qui traverse tout l'enseignement supérieur, de professionnalisation des organisations. Je remercie tous les collègues qui se sont investis dans ces changements, sous l'autorité de la directrice générale des services, que je remercie également. Tous permettent d'avancer dans un cadre qui reste celui, et c'est important, d'une université à taille humaine, à laquelle nous sommes attachés, et où la connaissance et la reconnaissance des uns et des autres permettent de se repérer, de se comprendre et de savoir où l'on va collectivement. En 2020, l'un des principaux chantiers sera celui de la restructuration de la bibliothèque interuniversitaire, pour laquelle nous sommes toujours en attente des conclusions des audits que nous avions commandés, l'Université de Montpellier et nous-mêmes. Je sais que ces changements qui affectent les universités ne sont pas sans effet sur les personnes, et ces dernières années, la problématique nationale des risques psychosociaux a trouvé une forte résonance. Chez nous, cela s'est traduit par un plan de prévention des RPS qui concerne tous les agents. En 2019, nous avons apporté une attention particulière à ces risques chez les enseignants-chercheurs et les enseignants, parce que la multiplication des tâches, des missions et la pression qu'elles entraînent étaient génératrices de tensions et de difficultés au travail. L'enquête est en cours, des collègues d'ailleurs du département de psychologie du travail, en lien avec un cabinet de conseil pour faire des préconisations. C'est un sujet que nous prenons au sérieux et auquel nous avons tenté d'apporter déjà une réponse en étoffant considérablement le référentiel des tâches, comme l'on dit, c'est-à-dire la reconnaissance des activités extra-pédagogiques, ouvrant droit à des décharges d'enseignement ou des heures complémentaires. Dans le fond, cet exemple illustre ce qu'est la capacité de faire du politique ou de la politique, ce que sont les marges de manœuvre d'une équipe de direction universitaire. Elle est singulière. Comme opérateur de l'État, nous devons appliquer les lois, en cherchant évidemment à peser en amont pour faire en sorte que ces lois soient conformes à l'intérêt général et respectueuses des traditions universitaires, mais aussi agir en aval, une fois que les lois sont votées, pour une application intelligente. En matière de gestion de ressources humaines, c'est ce que nous avons cherché à faire. Conscient que le métier d'universitaire avait été profondément transformé, nous avons injecté en 2019 et 2020 plus de 150 000 € de plus dans le référentiel pour permettre une meilleure reconnaissance de la multiplicité des obligations chronophages qui transforment nos activités et souvent détériorent nos conditions d'exercice sous l'effet conjugué de la loi et des évolutions globales. Les responsabilités de direction d'équipe de recherche ou de responsable de licence, de master, les référents internationaux ont été substantiellement revalorisés. Et nous avons budgété, et ils seront effectifs en 2020, des aménagements de services pour la reprise de recherche chez des collègues qui s'étaient tenus éloignés des laboratoires pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que les charges administratives étaient de plus en plus lourdes, et qui souhaitent s'y investir de nouveau. C'est comme cela, je crois, qu'une équipe présidentielle peut agir concrètement pour le quotidien des collègues. Enfin, l'année 2020 sera aussi celle de l'évaluation. On pourrait même dire qu'elle sera l'année d'une double évaluation. En externe, comme tous les 5 ans, par l'Agence nationale d'évaluation, l'HERS, dont les visites ont commencé. C'est la raison pour laquelle le vice-président recherche est parti. Il accueille un comité de visite, et qui rendront leur avis sur la marche de notre établissement, sur nos formations et notre recherche. L'exercice vaut ce qu'il vaut, mais je sais que les équipes, les composantes, les départements l'ont bien préparé. L'autre évaluation, pour l'appeler ainsi, se fera en interne, à l'occasion des élections générales, aux conseils centraux et à la présidence, qui seront pour mon équipe l'occasion de présenter un bilan
Et je tiens ici à remercier très, très chaleureusement tous mes vice-présidentes, qui pendant ce mandat, et la DGS aussi, n'ont pas compté leurs heures au service de la collectivité. Je crois que toute la communauté ne mesure pas ce qu'est la responsabilité des vice-présidences. Alors, sur ce sujet des évaluations internes, de l'évaluation interne, des élections, je serai succinct. Nous avons enclenché une dynamique, vous le voyez, vous la vivez, de transformation raisonnée de notre université, d'ouverture vers l'extérieur. La présence de nombreux représentants des collectivités, des entreprises, de nos partenaires, aujourd'hui, atteste de ce changement d'image de notre établissement. Il faudra continuer le chantier, ne pas laisser retomber le soufflet, et encore moins revenir à des réflexes de village gaulois assiégés. Le temps de la campagne permettra de faire le point là-dessus. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, vous le voyez, vous allez être bien occupés en 2020. Notre université continue sa mutation. Je la souhaite consensuelle, entraînante, pourquoi pas joyeuse, à tout le moins positive. Les difficultés, nous les connaissons, mais tout bien pesé. Et sans jouer les illusionnistes, ceux qui me connaissent savent que ça n'est pas dans ma nature, il me semble que Paul Valéry ne s'en sort pas si mal. Notre budget est équilibré, nos campus, ici comme à Béziers, se transforment pour accueillir et vivre mieux. Une nouvelle bibliothèque pousse à 2 pas d'ici, et quel symbole plus réjouissant et plus porteur d'espoir humaniste qu'une bibliothèque. Notre reconnaissance localement et même à l'international s'accroît. J'étais, il y a fin décembre, invité en Chine par notre Institut franco-chinois et l'Université du Peuple de Pékin, qui est notre partenaire, vient de créer un centre de recherche sur la France et la francophonie qui ambitionne, avec des budgets considérables, d'être le point de référence sur le sujet pour toute la Chine. Et c'est notre université qui a été choisie comme partenaire privilégié. J'ai intégré le conseil scientifique de cet institut. Les raisons d'être confiant sont là. Je vous souhaite à toutes et à tous, et à ceux qui vous sont chers, le meilleur pour 2020, avec la santé qui autorisera la réalisation de vos projets. J'ai une pensée fraternelle pour nos collègues ou leurs proches qui luttent contre la maladie. Je pense aussi avec émotion à ceux qui nous ont quittés en 2019. Je nous souhaite aussi d'entretenir la flamme de l'espoir et d'une confiance raisonnée en l'avenir, en ces temps troublés où une partie de nos concitoyens crient leur colère et leurs inquiétudes. L'université n'est pas en dehors du monde, elle connaît tout cela. Elle est le lieu de débats, de discussions animées, voire de propositions de solutions. Mais elle doit aussi porter, défendre, valoriser ses propres atouts, avec le recul nécessaire, et sans se laisser entraîner dans des surenchères ou de faciles effets de manche qui n'apportent rien à la communauté. C'est cette sérénité critique, bienveillante, que je vous souhaite, que je nous souhaite. Meilleurs vœux. Merci.